comment on fait pour savoir ce qui est juste? Euh, Surtout quand il faut prendre des décisions qui impactent les autres, parfois dans des situations humaines, très délicates. Oui, c'est la grande question. Comment on navigue dans ces dilemmes moraux qui se posent à nous tous finalement? Ce sont des questions essentielles, c'est clair. Et elles nous plongent direct au cœur de notre sujet aujourd'hui. On va faire une exploration de l'éthique. Mais pas l'éthique comme un code figé, hein. Plutôt comme une délibération, une réflexion en action. D'accord. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur un document, c'est ça? Un document qui s'appelle «L'éthique comme délibération» Exactement. et qui met en lumière les idées de deux penseurs assez costauds, John Rawls et Jürgen Habermas. L'idée, c'est de voir comment leur philosophie nous donne des clés, des outils pour aborder les décisions éthiques. C'est tout à fait ça. Comprendre un peu leur cadre de pensée pour éclairer nos propres choix. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou, on le verra, dans des contextes plus spécifiques comme le travail social. C'est un peu comme avoir une boussole pour naviguer ces questions complexes. Alors, commençons par John Rawls. Le document le présente comme quelqu'un qui a vraiment bousculé la pensée éthique. Qu'est-ce qu'il y avait de si révolutionnaire dans son approche? Alors Rawls, on est au milieu du XXe siècle, il a vraiment recentré le débat. On sortait d'une longue période où, en gros, c'était l'utilitarisme qui dominait. Ah oui, l'idée du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Voilà, maximiser le bonheur collectif. Et Rawls arrive et dit « Attendez, la question fondamentale, c'est pas tant le bonheur que la justice. Et cette justice, attention, elle ne se décrète pas comme ça. Elle doit émerger d'un accord collectif sur des principes équitables. » D'où son concept le plus célèbre, j'imagine, le voile d'ignorance. C'est un nom assez poétique, non? Pour une expérience de pensée. Tout à fait. C'est une image forte. Imaginez un groupe de personnes. Leur mission, définir les règles de base, les principes fondamentaux de la société dans laquelle ils vont vivre. Ok. Mais la condition cruciale, c'est qu'ils sont placés derrière ce fameux voile. C'est-à-dire qu'ils ignorent tout de leur future place dans cette société. Comment ça, tout? Ils ne savent pas s'ils seront riches ou pauvres, hommes ou femmes, en bonne santé ou malades, membres d'une majorité ou d'une minorité. Ils ignorent même leurs propres talents, leurs dons naturels, ou leur conception personnelle de ce qu'est une vie bonne. D'accord. Mais alors, sur quoi ils peuvent se baser pour décider si on ne sait pas ce qui va nous avantager personnellement? C'est compliqué, non? Justement, c'est ça le truc. En étant privés de cette information partielle, ces individus qu'on suppose rationnels sont forcés à l'impartialité. Ah, oui, logique. Ne sachant pas où ils vont atterrir, ils ont tout intérêt à choisir des règles qui protègent tout le monde, y compris, et surtout, les plus mal lotis. C'est un peu comme quand on doit couper un gâteau sans savoir quelle part on aura. C'est exactement cette image. La stratégie la plus sûre, la plus rationnelle, c'est de faire des parts égales, ou en tout cas des parts justes pour tous. Le voile d'ignorance, en fait, il neutralise l'égoïsme et il vise une forme d'objectivité morale. C'est une idée vraiment puissante pour penser l'équité, c'est vrai. Et concrètement, alors, quel principe de justice émergerait de cette délibération sous voile d'ignorance, selon Rawls? Rawls argumente qu'il s'accorderait sur deux principes fondamentaux. Et attention, ils sont hiérarchisés. D'accord. Le premier, qui a la priorité absolue, c'est le principe d'égale liberté. Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté fondamentale, penser, s'exprimer, voter, etc., qui soit compatible avec le même système pour tous les autres. Ça, c'est la base, on n'y touche pas. La base non négociable. Ok. Et le second principe? Celui qui, j'imagine, concerne les inégalités, parce qu'il ne dit pas que tout le monde doit être identique, si? Non, justement. C'est là qu'intervient le second principe, dit principe de différence. Et c'est sans doute le plus original. Rawls n'est pas un égalitariste strict au sens où tout le monde devrait avoir exactement la même chose. Il admet que des inégalités sociales et économiques puissent exister. Ah bon? Mais, et c'est un grand mais, seulement à deux conditions cumulatives, strictes. Lesquels? D'abord, ces inégalités doivent être attachées à des positions, des fonctions, des emplois qui sont ouvertes à tous. Et pas juste en théorie, mais dans des conditions d'égalité équitable des chances. Ça veut dire qu'il faut activement lutter contre les obstacles de départ, les discriminations. Ok, égalité réelle des chances, pas juste formelle, ça c'est clair. Et la deuxième condition?
La deuxième condition, c'est que ces inégalités sociales et économiques doivent être organisées de telle manière qu'elles profitent au maximum aux membres les moins favorisés de la société. Attendez, comment ça? Une inégalité doit profiter aux plus pauvres? C'est ça l'idée contre-intuitive mais centrale. Une inégalité, par exemple de salaire, n'est juste que si elle améliore in fine la situation des plus démunis. Si permettre des revenus plus élevés pour certains talents, par exemple, stimule l'économie globale au point que ça améliore le sort des plus pauvres, via plus d'emplois, de meilleures prestations sociales financées par les impôts, etc., alors, et seulement alors, cette inégalité peut être justifiée d'un point de vue rawlsien. Sinon, non. Je vois. Donc l'apport clé de Rawls, c'est de nous forcer à penser la justice, pas seulement en termes de résultats finaux, qui a quoi, mais d'abord en termes de procédure équitable. Comment on décide des règles du jeu, en fait. Exactement. Il articule justice sociale et une certaine forme d'efficacité économique d'une manière assez neuve. Tout à fait. C'est une approche qu'on appelle contractualiste, hein. Les principes justes sont ceux sur lesquels s'accorderaient des personnes libres, égales et rationnelles, placées dans une situation d'impartialité forcée. Ça offre un cadre solide pour penser la justice dans nos démocraties, sans tomber ni dans le relativisme total, chacun sa vérité, ni dans l'imposition dogmatique d'une seule vision du bien. C'est un cadre exigeant, c'est sûr. Mais le document nous invite ensuite à changer un peu de perspective avec Jürgen Habermas. On passe d'une réflexion assez individuelle, même si elle est sous voile d'ignorance, à quelque chose de plus interactif. C'est ça. C'est exactement ça. Avec Habermas, on change de registre. Pour simplifier à l'extrême, on passe du « je pense », cher à Descartes ou même à Kant dans une certaine mesure, au « nous parlons ». Ah oui. Pour Habermas, qui s'inscrit dans la tradition de ce qu'on appelle la théorie critique de l'école de Francfort, le fondement de la morale, il ne réside pas dans la conscience isolée d'un sujet pensant, mais dans la communication. Dans notre capacité en tant qu'être humain à nous comprendre mutuellement par le langage. Il y a cette phrase assez forte qui est citée dans le document. Ce qui fonde la morale, c'est notre capacité à communiquer pour nous comprendre. C'est le cœur de sa pensée. Pour lui, le langage, ce n'est pas juste un outil neutre pour transmettre de l'information comme un tuyau. C'est le tissu même du lien social. D'accord. Et chaque fois qu'on engage une discussion sincère avec quelqu'un, non pas pour le manipuler ou le dominer, mais dans le but réel de se comprendre, ce qu'il appelle l'agir communicationnel, eh bien, on pose implicitement un acte éthique fondamental. Lequel? On reconnaît l'autre. On le reconnaît comme un interlocuteur valable, comme un sujet rationnel avec qui il est possible et souhaitable de chercher une entente, un accord basé sur des raisons. C'est là que naît l'éthique pour Habermas. Donc la morale émergerait de la discussion elle-même. Mais est-ce que ça veut dire que toute discussion est morale pour autant? On voit bien que certaines conversations peuvent être manipulatrices ou juste servir à imposer son point de vue. C'est une excellente objection. Et Habermas est très clair là-dessus. Non, bien sûr, il ne parle pas de n'importe quelle discussion. Il parle d'une discussion authentique, ou d'une discussion guidée par la recherche de ce qu'il appelle l'intercompréhension. L'intercompréhension. Oui. Pour qu'une discussion soit éthiquement valide, pour qu'elle puisse fonder une norme juste, elle doit tendre vers un idéal où certaines conditions sont respectées. Quelles conditions? Alors, il y en a plusieurs, mais les principales sont l'égalité des participants. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement, sans crainte, sans domination, pouvoir critiquer, poser des questions. Ensuite, la sincérité. On est censé dire ce qu'on pense vraiment, ne pas jouer un double jeu. Et enfin, la volonté commune de s'entendre, de parvenir à un accord basé sur la force du meilleur argument, et non pas sur la contrainte, la séduction ou la ruse. C'est un idéal assez élevé, on peut se dire. Peut-être difficile à atteindre parfaitement, non? Oui, c'est un idéal régulateur, comme il dit. On ne l'atteint peut-être jamais parfaitement, mais c'est la visée qui compte. C'est ce vers quoi une discussion éthique doit tendre. D'accord. Mais alors comment, dans ce cadre-là, on détermine si une règle, une norme sociale par exemple, est juste? Alors, Habermas propose pour ça ce qu'il appelle le principe d'universalisation, mais il le revisite par rapport à Kant. Pour Habermas, une norme, une règle, une loi, n'est valide, n'est juste, que si toutes les personnes potentiellement concernées par son application peuvent en accepter librement, et après une discussion rationnelle, les conséquences et les effets secondaires prévisibles pour les intérêts de chacun. Donc il faut l'accord de tous les concernés. Idéalement, oui. Ou du moins un consensus atteint après une discussion où chacun a pu faire valoir son point de vue et où toutes les objections raisonnables ont été prises en compte.
La grosse différence avec Kant, c'est que ce test d'universalisation, il n'est pas fait par un individu seul dans sa tête. Est-ce que je peux vouloir que ma maxime devienne loi universelle? Non, c'est un processus dialogique, public, collectif. La légitimité de la norme vient de la procédure de discussion qui a mené. Le document donne un exemple concret, je crois, avec une règle sur la ponctualité des bénéficiaires dans un service social. Comment Habermas analyserait ça? C'est un bon exemple. Imaginons une règle du type après 3 retards non justifiés à un rendez-vous, l'accompagnement est suspendu. Oui. Pour qu'une telle règle soit juste, selon Habermas, il ne suffit pas qu'elle soit décidée unilatéralement par la direction ou même par l'équipe seule. Idéalement, elle devrait faire l'objet d'une discussion ouverte qui inclut tous les concernés. C'est-à-dire? Les travailleurs sociaux, bien sûr, qui ont des contraintes d'organisation, un planning à tenir, mais aussi les bénéficiaires eux-mêmes, qui peuvent avoir des difficultés spécifiques liées à la précarité, au transport, à la santé, etc., qui expliquent leur retard. Et puis l'institution aussi, qui fixe un cadre général. D'accord. C'est seulement si un consensus raisonné émerge de cet échange, où chacun a pu exprimer son point de vue, ses contraintes, ses besoins, et où les conséquences pour tous ont été sérieusement pesées, que la norme acquiert une véritable légitimité éthique. Peut-être que la règle finale sera différente, ou assortie d'exceptions, ou accompagnée de mesures de soutien. Peu importe le contenu exact, c'est la forme de la discussion qui fonde sa justice. Ça met en évidence un défi pratique énorme, c'est certain, mais ça montre bien cette idée que la justice se co-construit en quelque sorte par le dialogue. Habermas parle aussi de deux types de raisons, de deux logiques qui s'affrontent dans nos sociétés. Oui, et ça, c'est absolument crucial pour comprendre sa critique sociale plus large. Il oppose ce qu'il appelle la raison instrumentale ou stratégique. C'est-à-dire? C'est la logique de l'efficacité, du calcul, du contrôle, de la performance, de l'optimisation des moyens en vue d'une fin donnée. C'est la rationalité typique de l'économie, de la technique, de l'administration moderne, la logique du chiffre en gros. Ok. Et l'autre? Et il l'oppose à la raison communicationnelle. Ça, c'est la logique de l'intercompréhension, de la recherche de sens partagé, de la coordination de l'action par le dialogue, la discussion, la construction de la confiance et de la reconnaissance mutuelle. C'est la logique du lien social, du vivre ensemble. Et le problème, selon lui, c'est quoi? C'est qu'il y a un déséquilibre croissant. La raison instrumentale, avec sa logique systémique, l'argent, le pouvoir, tend à envahir, à coloniser des domaines de la vie, ce qu'il appelle le monde vécu, qui devrait normalement relever de la raison communicationnelle. Par exemple? Par exemple, la famille, l'éducation, la culture, l'espace public, et aussi le travail social. Quand la performance à tout prix, la rentabilité, le management par objectif quantitatif, prennent le pas sur la possibilité de discuter du sens du travail, sur la qualité de la relation, sur la compréhension mutuelle entre professionnels et usagers, eh bien on a une colonisation qui génère des pathologies sociales, du mal-être, une perte de sens. Donc l'éthique de la discussion, ce serait une façon de résister à cette colonisation, de défendre l'espace du dialogue, de la raison communicationnelle? C'est exactement ça. Elle vise à préserver ou à recréer des espaces où l'on peut chercher ensemble le sens, l'accord, la reconnaissance mutuelle, plutôt que de simplement appliquer des procédures standardisées ou de viser des indicateurs de performance déconnectés de la réalité humaine. Essentiellement, Habermas nous dit « oubliez la morale en solo ». La vraie boussole éthique, elle se calibre ensemble, par la discussion honnête et ouverte. C'est vital, surtout dans nos sociétés modernes qui sont pluralistes, avec des visions du monde différentes, pour trouver des terrains d'entente sans violence. Ce qui nous amène assez logiquement, je trouve, à la question de la mise en pratique. Surtout dans un secteur comme le travail social, où le document insiste pas mal sur le rôle clé du cadre, du responsable d'équipe ou de service. Pourquoi l'éthique est-elle si centrale pour cette fonction de cadre? Parce que le cadre, il est typiquement à l'interface, à la charnière entre plusieurs logiques, souvent contradictoires. C'est-à-dire? Il y a les directives institutionnelles, les contraintes budgétaires, les objectifs fixés par la hiérarchie, qui relèvent souvent de cette fameuse raison instrumentale. Et puis il y a les réalités du terrain, les difficultés concrètes, les valeurs professionnelles portées par les équipes. Et enfin, il y a les besoins complexes,
singuliers, parfois douloureux, des usagers, des personnes accompagnées. Un sacré grand écart parfois. Exactement. Naviguer ces tensions, essayer de tenir ensemble ces différentes exigences, surtout avec des ressources souvent limitées et des contextes sociaux qui changent très vite, eh bien ça demande une solide réflexion éthique. C'est plus qu'une option, c'est une nécessité pour garder le cap, pour ne pas perdre le sens de l'action, pour ne pas tomber soit dans le cynisme gestionnaire, soit dans l'épuisement militant. Alors comment le cadre peut-il intégrer concrètement cette dimension éthique dans sa pratique? Le document parle de créer des espaces de délibération. Oui, c'est ça le point clé. La responsabilité première du cadre, ce n'est peut-être pas tant d'avoir lui-même toutes les réponses éthiques, mais plutôt de créer les conditions pour que la réflexion et la délibération éthique puissent avoir lieu au sein de l'équipe ou avec les partenaires, voire avec les usagers quand c'est possible. D'accord, et ça passe par quoi, créer ces conditions? Ça passe par plusieurs choses. Déjà, avoir soi-même une certaine clarté sur les enjeux éthiques, connaître les fondements théoriques, les repères déontologiques. Ensuite, savoir repérer les dilemmes éthiques qui se posent dans la pratique quotidienne, souvent de manière implicite. Mais surtout, et c'est le plus difficile peut-être, mettre en œuvre concrètement des espaces réunions dédiés, groupes d'analyse de pratique, temps de supervision et des processus qui permettent cette délibération collective. Et à quoi ça ressemble, cette délibération éthique en pratique? Est-ce que c'est juste une discussion informelle autour de la machine à café? Ce n'est pas juste une discussion à bâton rompu où chacun donne son avis, ni une simple application mécanique de règles préétablies. C'est une démarche réflexive, idéalement collective, pour analyser en profondeur une situation complexe qui pose question sur le plan des valeurs. Et il y a des étapes un peu... Oui, on peut identifier des étapes typiques, même si ça peut varier. D'abord, bien identifier et clarifier la situation, les faits, les acteurs impliqués, le contexte. Ensuite, analyser les enjeux éthiques. Quelles sont les valeurs en jeu? Quels sont les principes qui s'opposent? Où se situe le dilemme? Quelles sont les responsabilités de chacun? D'accord. Troisième étape, rechercher collectivement différentes options d'action. Explorer les alternatives possibles, imaginer leurs conséquences potentielles pour toutes les personnes concernées. Et enfin, dernière étape, prendre une décision argumentée. Faire un choix qui soit le plus juste possible dans ce contexte précis, un choix qu'on puisse justifier rationnellement et, si possible, qu'on assume collectivement. Donc, le rôle du cadre, si je comprends bien, c'est moins de trancher et de donner la bonne réponse éthique que de garantir la qualité de ce processus de réflexion collective. C'est exactement ça. Le cadre est un peu le garant du processus. Il doit s'assurer que l'espace de parole est suffisamment sécurisant pour que chacun ose s'exprimer, y compris sur ses doutes ou ses désaccords. Il doit veiller à ce que tous les points de vue pertinents soient entendus, que l'analyse aille au-delà des réactions émotionnelles immédiates ou des préjugés. Il doit aussi aider l'équipe à développer ses propres compétences en matière de raisonnement éthique. Et il doit aussi faire le lien avec l'action, j'imagine. Parce que réfléchir, c'est bien, mais après, il faut agir, souvent dans un cadre contraint. Absolument. C'est le point crucial et souvent le plus délicat. Articuler la réflexion éthique et l'action concrète, en tenant compte des contraintes réelles de l'organisation, du droit, des ressources disponibles. C'est un équilibre permanent à trouver entre l'idéal visé et le réalisable. Et tout ça, ça a quels objectifs, finalement? Renforcer le sens du travail, j'imagine. Oui, renforcer le sens des pratiques, redonner du souffle quand on est pris dans le quotidien, ça vise aussi à développer une culture de la responsabilité partagée, à ne pas laisser les professionnels seuls face à des décisions difficiles. Et puis, bien sûr, ça a pour but d'assurer l'amélioration continue de la qualité des services, de l'accompagnement, en s'assurant qu'il reste centré sur le respect de la dignité des personnes. Et prévenir les risques de dérive aussi. On pense à la maltraitance, par exemple. Tout à fait. Une culture solide de la délibération éthique, où l'on ose questionner les pratiques, où l'on peut parler des difficultés sans jugement, c'est sans doute le meilleur rempart contre la routine déshumanisante, contre les logiques purement gestionnaires ou bureaucratiques qui peuvent, parfois insidieusement, conduire à des formes de maltraitance institutionnelle. C'est un moteur d'ajustement permanent. Le document fait aussi une distinction qui me semble utile entre l'éthique et la déontologie. Et il aborde aussi la question du secret professionnel. On pourrait peut-être clarifier ces points rapidement, non? Oui, bien sûr, c'est important. Alors, la déontologie, on peut dire que c'est l'ensemble des règles et des devoirs spécifiques qui s'imposent aux membres d'une profession donnée. Dans le travail social, par exemple, ça va être le respect de la personne, la discrétion, la neutralité, le non-jugement. C'est un cadre normatif
souvent formalisées dans un code qui donne des repères stables et clairs sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et le secret professionnel, c'est une de ces règles déontologiques? Oui, et c'est même l'une des plus fondamentales. C'est une obligation à la fois légale, inscrite dans le code pénal pour certaines professions, et déontologique, qui vise à protéger la sphère privée des personnes accompagnées. Ça couvre en principe tout ce qui est confié ou appris dans l'exercice de la profession. Mais ce n'est pas absolu, ce secret. Non, il n'est pas absolu. Il y a des exceptions prévues par la loi, notamment en cas de danger grave et imminent pour la personne elle-même ou pour autrui, ou l'obligation de signaler certaines situations concernant des mineurs ou des personnes vulnérables. Mais la levée du secret doit toujours être une exception, mûrement réfléchie, justifiée par un intérêt supérieur et idéalement décidée de manière collégiale. Ce n'est jamais anodin. D'accord. Et l'éthique, alors? Comment elle se situe par rapport à la déontologie et au secret professionnel? L'éthique, elle intervient précisément là où la déontologie ne suffit plus, ou là où ces règles entrent en conflit. Par exemple, que faire quand le respect du secret professionnel semble entrer en contradiction avec l'obligation de protéger une personne en danger? Que faire quand les règles générales de la déontologie sont trop abstraites pour répondre à la complexité unique d'une situation particulière? C'est là qu'on a besoin de réfléchir plus loin. Exactement. L'éthique, c'est cette réflexion critique, cette délibération, souvent en équipe, qui permet de chercher et de prendre la décision la plus juste possible, la plus ajustée, dans un contexte donné, au-delà de la simple application d'une règle. La déontologie fournit le cadre, les repères fixes, le quoi. L'éthique, c'est la démarche réflexive pour trouver le comment, bien faire, dans la singularité de chaque situation. Elle demande du discernement. Ok, c'est beaucoup plus clair. Donc, si on essaye de récapituler un peu notre parcours, on a vu Rawls qui nous propose de fonder la justice sur des principes qui seraient choisis derrière un voile d'ignorance, donc de manière impartiale, comme si on ne savait pas quelle place on occuperait dans la société future. Oui, une justice pensée comme équité, issue d'une procédure juste. Puis, on a exploré la perspective d'Habermas qui met l'accent, lui, sur le dialogue réel, la discussion authentique entre toutes les personnes concernées, comme étant la source même de la légitimité morale et des normes justes. Le nous parlons comme fondement. C'est ça. Et le point commun entre ces deux approches, même si elles sont différentes, c'est cette idée forte que l'éthique, ce n'est pas quelque chose de donné d'avance, un catalogue de réponses toutes faites. Non, elle se construit, elle se délibère, elle se cherche. C'est une pratique vivante, comme nous dit le document. Exactement. Une pratique vivante qui demande un engagement constant, une vigilance, une réflexion permanente. Surtout, on l'a vu, dans les métiers de l'humain, où chaque situation est unique. L'éthique, ce n'est pas un ensemble de réponses figées, mais plutôt une manière de poser les bonnes questions, et de les poser ensemble. Ça souligne vraiment que l'éthique, c'est moins une destination où on arriverait une bonne fois pour toutes qu'un un cheminement collectif en plus. Tout à fait. Et ça demande de cultiver activement, de protéger même ces espaces de parole authentique, ces moments où on ose questionner nos habitudes, nos certitudes, et chercher ensemble le sens de ce qu'on fait. Absolument. La justice et la justesse de nos actions, que ce soit au niveau individuel ou collectif, elles ne sont jamais acquises définitivement. Elles dépendent de notre capacité continue à dialoguer, à nous écouter, à nous comprendre, à nous reconnaître mutuellement comme des interlocuteurs valables. Et ça nous laisse avec la citation finale du document qui m'a marquée et qui résonne particulièrement fort après notre discussion. Être éthique, c'est apprendre à discuter vraiment. Et tant que les êtres humains parlent entre eux, la possibilité de la justice demeure ouverte. C'est une très belle conclusion qui encapsule bien l'enjeu fondamental. Maintenir ouverts ces espaces de dialogue, de délibération sincère, c'est une condition même de la possibilité d'une société, d'un monde, un peu plus juste. Ce qui ouvre peut-être une dernière question, une question pour que chacun y réfléchisse de son côté. Dans notre monde actuel, où tout va si vite, où l'efficacité, la performance semblent souvent primer sur tout le reste, et où les opinions ont tendance à se polariser si facilement, comment peut-on faire, très concrètement, chacun à notre niveau, pour protéger et même pour développer, pour élargir ces espaces de discussion authentiques, que ce soit au travail, en famille, dans nos communautés, dans la cité, pour que cette fragile mais essentielle possibilité de la justice reste réellement vivante et agissante?